il aura appris à l'éviter, à recevoir un peu le message implicite de ses parents qu'une frustration, il n'y a pas la place et on ne sait pas quoi en faire et ça crée un malaise familial. Alors, bienvenue dans cet nouvel épisode, Paola. Je suis vraiment très content de te retrouver ici. Aujourd'hui, on va aborder cette grande question un peu, c'est rendre nos enfants heureux, mais à quel prix? Mhm. Euh, on rebondit bien sûr sur l'article que tu as écrit pour le Pop-Up Lab Mhm. il y a quelque temps. Et voilà, c'est un peu le temps de pouvoir un peu plonger un peu plus en détail dans cette grande question. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement un peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais. Alors, je suis Paola Vinstra. Je travaille aujourd'hui comme psychologue en pratique privée, actuellement avec une clientèle plutôt femme adulte, mais je me suis spécialisée en enfance. Donc, j'ai accompagné pendant de nombreuses années les enfants et les parents. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner uniquement les parents en guidance parentale. Donc, le sujet me touche personnellement puisque c'est un souhait qui revient régulièrement en rencontre. Comment je fais pour rendre mon enfant heureux ou mon enfant n'est pas heureux? Qu'est-ce que je peux faire? De ce que j'ai compris un peu dans l'article, c'est vraiment la première préoccupation des parents, c'est Ouais. vraiment de rendre leurs enfants heureux. Ouais. Mais euh, En tout cas, un objectif. Quand ils ok, viennent me voir, un objectif, quand je leur demande, j'aime bien leur poser la question, s'ils ont une baguette magique, ils ont 3 vœux, qu'est-ce qu'ils souhaitent du travail qu'on va faire ensemble? Et une des premières choses qui vient en numéro 1, c'est que mon enfant soit heureux. mais quand Euh, ils viennent te voir, je suis curieux, quand ils viennent te voir, c'est parce que c'est un peu en prévention ou est-ce qu'ils sont déjà un peu en mode détresse mhm. et ils disent comme oh là il est pas Ouais. heureux donc je viens voir pour savoir comment le rendre heureux. Mhm. La plupart des parents qui viennent déjà avec une détresse qui est là depuis un certain nombre de temps, pour la plupart, je dirais plusieurs années. Il y a toutes ces idées-là qui sont véhiculées par la psychologie et par la société que l'enfant traverse différentes phases et qu'à la fin de cette phase-là, ça va aller mieux. Mais c'est toujours ça va aller mieux. Donc là, il y a la phase des 2 ans avec ce qu'on appelle en anglais le terrible two, Ok. la phase un peu du non, de l'opposition. Et il plonge un peu en se disant, c'est une phase, ça va passer. Le problème des phases et de cette perception-là, c'est qu'une phase ne passe pas en tant que telle, à moins qu'on ait des ressources, des habiletés pour aider l'enfant à traverser cette phase et puis à gérer un petit peu cette difficulté du non ou de la frustration. Donc, ils viennent déjà en détresse et ils viennent en difficulté parce qu'ils perçoivent des comportements chez l'enfant qui questionnent, qu'ils n'arrivent pas, en tout cas, ils ont le sentiment qu'ils n'arrivent pas à accompagner à leurs yeux de la bonne façon. Je souligne le bon, parce qu'il y a différentes façons d'accompagner aussi un enfant. Et avec une incompréhension qui les place eux-mêmes en réaction de colère, d'épuisement, parfois même de rage, de sentiment d'être à bout, parce qu'ils ne savent plus comment s'y prendre pour justement amener l'enfant à sortir un peu de cet envahissement émotionnel qui sont souvent les crises de colère la plupart du temps. Et à peu près quelle tranche d'âge en fait est-ce que tu accompagnes ces Ouais. parents dans quelle phase? Je te dirais, fille, je commence à partir de l'âge de 2 ans. À partir du moment où l'enfant commence à émettre des mots. Ok. 2 ans jusqu'à... Alors, je travaille avant jusqu'à l'adolescence, mais là, idéalement, pour moi, c'est venir construire tout ce qui est un petit peu nécessaire de 2 à 8, 9 ans. Après, on rentre dans une phase plus puberté, adolescence, avec d'autres difficultés, mais ouais, ce serait cette période-là. Et 2, 3 peut-être ans, pour 8, 9 ans. commencer, tu as déjà démarré beaucoup de choses, mais euh, selon toi, la définition, ça veut dire quoi un enfant heureux? Hmm. Alors, je vais peut-être donner la définition des parents, puis je te donnerai peut-être ma définition après. Je pense que quand les parents, puis ils réagiront si ce n'est pas le cas, quand les parents me disent enfant heureux, ce qu'ils entendent principalement, c'est un enfant qui ne fait pas de crise, un enfant qui n'a pas d'émotions désagréables, parfois connotées comme négatives, donc un enfant qui ne fait pas de colère, un enfant qui n'est pas frustré, un enfant qui n'est pas insatisfait, un enfant qui ne réclame pas, un enfant qui ne rentre pas en opposition. Toutes ces émotions qui sont certes désagréables quand on les côtoie, souvent parce qu'on n'a pas appris soi-même en tant qu'adulte à les côtoyer, ça serait un enfant qui ne vit pas ses émotions et qui est la plupart du temps Un heureux, enfant donc avec le parfait, tout sourire. sage, qui pas de Je sais pas si, crise, alors quoi. peut-être, je sais pas si tout sage, parce que les parents sont quand même conscients qu'un enfant doit s'exprimer, mais il y a quand même une sorte d'aversion dès qu'il y a une crise qui arrive. Oui, il y a un effet d'accumulation parce que les crises sont parfois fréquentes dans la semaine.
mais davantage un enfant qui a le sourire, que lorsqu'on lui dit non, il comprend, donc il est dans la compréhension, dans l'attente, dans la patience, dans toutes ces valeurs qu'on veut véhiculer. Mais c'est ça, un enfant qui vivrait pas d'émotions désagréables, qui ne souffrirait pas, donc pas de peine, pas de tristesse, pas de pleurs. Ça, pour moi, c'est la définition des parents. Presque les qualités d'un adulte Qui fonctionne bien, et qui je est pense dans qu'on un est corps tous d'enfant. dysfonctionnels, hein, moi-même la Ouais. première, oui. Mais ouais, ça serait c'est un peu tout va bien. Bah, tu le mentionnes un peu, hein, c'est presque quasiment mission impossible C'est de mission impossible. s'attendre en fait à ce Ouais. que cet enfant, Ouais. entre guillemets, presque parfait, hein, Ouais. de se dire comme qu'il vivra jamais ces Exact. émotions-là, et en tant que parent, de ne pas les subir, ou en tout Exact. cas à petite dose Mm. éventuellement. Mission impossible, et je te dirais aussi un poids beaucoup trop lourd à porter, autant pour l'enfant, autant pour le parent, parce qu'on place dans un souhait qui est irréaliste, donc ils seront constamment tous les deux en échec, donc ils vont grandir avec ce sentiment d'être en échec, autant l'enfant qui verra que peu importe ce qu'il fait, ça sera jamais assez, un peu pour le parent, avec cette idée-là en tout cas, et le parent, peu importe ce que je fais pour mon enfant, c'est jamais assez, il n'est jamais content, il n'est jamais satisfait. Qu'est-ce qui me manque d'un côté comme de l'autre, donc il y a une souffrance aussi qui Ouais. se développe. Bah, d'ailleurs, tu le mentionnes que tu parlais de poids et de conséquences. C'est quoi ces poids et conséquences en tout cas, Ouais. pour l'enfant, Ouais. j'imagine, d'une part, puis j'imagine qu'il y a aussi Pour le une parent, répercussion ouais. aussi pour les parents. Poids et conséquences pour un enfant, c'est... Alors là aussi, je fais une sorte d'analyse un peu généralisée, hein. Il y a évidemment des petites nuances et subtilités à apporter dans chaque situation, mais les conséquences, ça va être un enfant qui risque de devenir intolérant à toute frustration parce qu'il n'aura pas appris à la gérer, il aura appris à l'éviter, à recevoir un peu le message implicite de ses parents qu'une frustration, il n'y a pas la place et on ne sait pas quoi en faire, et ça crée un malaise familial, interpersonnel, donc il faut accumuler, refouler. Donc intolérant à la frustration, sentiment d'avoir un problème peut-être, ou d'être en décalage, incapacité à réguler émotionnellement les émotions qu'il peut vivre, donc autant la colère, la frustration, la peur, les imprévus, tout ce qui ne contrôle pas, ça risque d'être envahissant pour lui. Et développement de l'anxiété, puisque je ne sais pas quoi faire, mais que je suis en train de vivre une colère, c'est menace, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Et incompréhension aussi par rapport à la situation en tant que telle qu'il vit, parce que moi, ce message-là que j'aimerais transmettre, c'est que chaque émotion, peu importe comment on la qualifie, nous transmet un message de quelque chose qui est en train de se passer ici et maintenant. Donc si on vit une émotion désagréable, c'est qu'elle communique aussi à ce moment-là quelque chose qui a un impact sur nous. Si je vis de l'anxiété, je suis peut-être face à quelque chose qui me renvoie au sentiment d'être menacée. Donc si je le tais, je ne peux pas avoir l'information de pourquoi dans cette situation je me sens comme ça. Alors que si je l'accueille, je pourrais en apprendre beaucoup sur moi et me dire qu'est-ce qui est en train de me menacer actuellement, d'où ça vient, pour quelles raisons. La plupart du temps, ce sont des menaces aussi qui n'ont pas un impact direct sur notre vie, mais pourtant ça nous terrifie. Ouais. Donc d'aller chercher qu'est-ce qui vient me frustrer, pourquoi je sens une colère par rapport à une amie qui m'a dit, on parlait l'article l'autre jour, le nom. Ouais. Si je le tais, pareil, je ne peux pas savoir qu'est-ce que je suis en train de vivre, et j'arrive à l'âge adulte un peu dans ce sentiment de décalage par rapport aux autres, dans l'incompréhension de qui je suis, pourquoi je réagis comme ça, et j'ai un problème. Donc une atteinte aussi au niveau de sa propre valeur ou de son estime. Donc si je comprends bien, c'est que les conséquences sont un peu à rebours, dans le sens que Oui. c'est Oui. l'enfant Oui. le subit inconsciemment, puis après ça se manifeste un Exact. peu plus tard. Exact. J'imagine soit la préadolescence, l'adolescence, ou même ça se cristallise après peut-être. Exactement. Ouais, si on ne travaille pas dessus, ça va se cristalliser. C'est comme si, pour donner peut-être une image, une métaphore, c'est comme si on prépare le sol, le terrain, pour planter des fleurs ou des arbres. Mais sur ce sol-là, on a manqué de l'arroser, on a manqué d'engrais, on a manqué de graines, on a manqué de soleil. C'est le temps qui va faire, on ne va pas s'en apercevoir tout de suite et maintenant, mais le temps va faire qu'à un moment donné, tiens, il n'y aura pas de fleurs, il n'y aura peut-être pas les feuilles, il y aura une couleur sur les feuilles particulière. Ouais. Et comme tu dis, ça se cristallise si on n'est pas capable de remonter un petit peu en profondeur pour voir qu'est-ce qui a manqué, pourquoi est-ce que j'ai ces feuilles-là aujourd'hui qui apparaissent. Et l'autre erreur, c'est de penser que c'est le présent qui explique les difficultés d'aujourd'hui, alors que la plupart du temps, ce sont des choses qui nous ont manqué. Exactement. Ouais. Puis ça, donc là, on a vu un peu, t'as expliqué un peu les conséquences de l'enfant, en tout cas chez l'enfant. C'est quoi les conséquences du parent? Du parent, ouais.
C'est très intéressant parce qu'il y a comme un effet que moi j'appelle de contamination un peu en émotionnelle et contamination en miroir. L'enfant et le parent risquent de vivre un peu la même chose. Le parent se sent aussi en décalage parce que lui s'est mis cette pression-là de je dois répondre aux besoins de mon enfant. Mhm. Donc là, on est dans une société où on prend plus juste les besoins physiques, matériels, on commence de plus en plus à prendre les besoins émotionnels, mais sans leur avoir donné un peu le mode d'emploi. Donc ils s'essayent avec les meilleures intentions du monde et pour beaucoup d'entre eux, ils s'aperçoivent que ça marche pas parce qu'ils n'ont pas appris eux-mêmes à tolérer ces émotions inconfortables dans leur propre enfance. Donc là, ils se retrouvent à gérer leurs propres émotions plus les émotions de leur enfant et ils se sentent en échec. Ils se sentent. Moi, j'ai souvent des mamans, je travaille davantage avec des mamans actuellement que des papas, mais les papas aussi me l'ont communiqué, ce sentiment d'être inadéquat. C'est quoi mon problème? Je suis pas une bonne mère, je suis une mauvaise mère. Mhm. Donc des étiquettes très violentes, très dures envers elles-mêmes, parce que leur attention aussi est comme focalisée sur ce résultat de mon enfant est pas heureux, donc j'en suis responsable, donc qu'est-ce que je fais de pas bien et je suis face à l'incompréhension de comprendre parce que j'ai essayé 1000 techniques différentes, j'ai lu 1000 livres différents, j'ai essayé plein de choses et ça marche toujours pas par rapport à cet objectif. Donc, sentiment d'échec, dévalorisation terrible aussi en tant que parent que j'entends trop souvent en rencontre encore. Et cette société-là, et un autre problème aussi, à mes yeux, hein, on est passé de ne pas prendre en considération les besoins de l'enfant à l'autre extrême, à vouloir à tout prix prendre en compte tout ce que l'enfant vit, mais à s'oublier soi en tant que parent. Donc, je pense que dans une société, parfois, on a besoin de passer dans ces extrêmes-là, hein, Mhm. tout ou rien, pour arriver à trouver un équilibre. Moi, j'espère qu'on va revenir à un juste milieu, à se dire l'enfant a besoin d'un cadre, l'enfant a besoin de règles, l'enfant a besoin de limites, l'enfant a besoin du non, tout autant que être accueilli dans ce qu'il vit. Accueillir ce qu'il vit ne veut pas dire répondre à ce qu'il demande, c'est simplement j'entends que tu as envie d'avoir un gâteau avant de Mhm. manger, mais le gâteau, ça sera après manger, même Ok. si tu as très très envie d'avoir ce Ouais, gâteau. j'imagine que les conséquences du parent Ouais, répercutent après, ainsi de suite, exact, après à exact. l'enfant. Ouais, Si le parent est frustré, ouais. angoissé, bah, j'imagine que l'enfant L'enfant va le aussi le ressentir. ressent, mais Ouais, sait pas quoi en faire. Il se sent responsable, il se sent coupable, il ouais. peut se sentir Si là. lui, le parent se sent comme responsable et Ouais, mauvais parent, ouais, et l'enfant, lui, va se ouais, sentir comme un mauvais enfant, c'est entre ça, guillemets. exactement. Euh, Il y a une sorte de colère aussi pour moi intergénérationnelle qui risque de se transmettre. Euh, le propre parent en question rejette un peu la faute sur ses propres parents à lui en disant mais vous m'avez pas apporté ce dont j'avais hmm, besoin, donc aujourd'hui je suis handicapé. Et donc je suis handicapée, donc j'ai des lacunes que je projette aussi ou que je transmets à mon enfant. Et l'enfant grandit avec la même situation. Je t'en veux, maman, ou je t'en veux, Mais ça, est-ce que tu vois parent. que les parents en prennent conscience, ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais réaliser aux J'ai parents? besoin de le faire réaliser parce qu'il y a beaucoup de colère accumulée et refoulée de l'enfance. Donc ça, j'ai besoin, moi, en premier temps, de l'accueillir. J'estime que pour pouvoir travailler sur quelque chose, il faut d'abord aussi valider comment la personne se sent. Il y a beaucoup de souffrance accumulée auprès des parents avec qui je travaille de leur propre enfance. Et ça passe par une prise de conscience qu'on est tous limités. Et encore une fois, Mhm. moi, la première, c'est pas parce que j'exerce comme psychologue que j'ai pas mes propres limites. On est tous limités, on est tous imparfaits, on a tous un bagage émotionnel qui nous a été transmis. Mais pour moi, on n'est pas des victimes. On peut décider de se placer comme victime et de dire, ben voilà ce que j'ai subi de la part de mes parents, et puis voilà mes faiblesses, et c'est pour ça que, et le justifier. Ou au contraire, s'arrêter, dire, ok, voilà ce que j'ai reçu comme limite, aussi voir aussi tout ce qu'on a reçu de positif, hein, parce qu'il y a toujours les deux. Mais je peux décider aujourd'hui en tant qu'adulte d'en prendre conscience et d'agir dessus pour changer cette transmission-là que je fais autour de moi, que j'ai des enfants ou pas d'enfants, aux amis, de travailler sur ce qui m'a manqué et de plus dire il ou elle est responsable Mhm. et je suis une victime. Je peux aussi devenir actrice de cette transmission-là. Ouais, C'est ce que j'entends que j'essaye de faire. Ouais, c'est ça, j'entends que chacun en fait a le pouvoir de casser un peu ce schéma, Oui, cet oui, héritage en fait oui, qu'on a reçu de nos parents et ainsi de suite. oui. Et de prendre cette décision en disant comme ok, je ne veux plus être entre guillemets le parent que moi j'ai Exact, reçu, exact. mais de faire de mon mieux. Exactement. Alors, c'est intéressant aussi puisqu'on en parle. Souvent, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, le problème de ne pas avoir envie de faire comme le parent que j'ai eu, c'est si on n'a pas travaillé en amont sur soi dans cette compréhension, on risque parfois de réagir à l'inverse, à l'opposé. Ben, je vais faire tout le contraire de ce que j'ai reçu. Et comme pour moi, il n'y a aucune vérité qui se situe dans les Mhm. extrêmes, oui, je répare peut-être éventuellement ou je fais les choses différemment à mon parent, mais sans m'en apercevoir, ben, je fais du mal aussi
d'une autre façon. Des parents qui sont sentis qu'ils n'étaient pas du tout entendus dans leurs émotions deviennent parfois esclaves de leurs propres enfants à prendre en compte toutes les émotions. Mais Donc quand c'est tu ouais. dis prendre toutes les émotions, c'est quoi? C'est qui le valident tellement, leurs enfants? Ils Qui... essayent de répondre à tout. Donc si l'enfant a envie de sortir au parc, ils vont sortir au Ok. parc. Si Donc l'enfant a plus envie aucune de... limite en fait. Non, C'est plus aucune l'enfant limite. qui est Ouais. un peu Je pousse à l'enfant l'extrême, roi. mais C'est exactement. Ouais. ok. On est passé dans cette sorte-là d'étiquette d'enfant roi, mais au final, un enfant roi, c'est un enfant qui demande des limites, c'est un enfant qui demande un cadre, c'est un enfant qui se sent perdu avec autant de liberté et qui est juste en train de tester où est-ce que la limite se trouve, parce que plus il teste, et plus il voit qu'il avance. Mhm. Mais s'il n'a Et pas de limite, s'il n'a pas de limite, il continue, il continue, il continue. Je dis, c'est la mission de l'enfant, c'est de tester. Donc il va continuer sans fin, mais il va se sentir aussi perdu. Et quand on n'a pas de limite, on n'arrive pas à rentrer en relation non plus avec les autres. Donc c'est bah, c'est ce notre que problème. c'est ce que t'expliques un peu. Je pense cette idée que pour toi l'enfant c'est euh, lui laisser la liberté, en tout cas l'espace Ouais, d'explorer, ouais, oui. de découvrir en fait Mm, toutes ces émotions-là et puis bah, de le ouais, laisser vivre en fait, exact. euh, Puis- mais dans un certain cadre quand même. oui. Pour rebondir avec la question que tu me posais tout à l'heure, hein, c'est quoi être heureux? Je t'ai donné la définition des parents, je t'ai pas donné la mienne. Je pense c'est exactement ça. Pour moi, être heureux, c'est avoir développé les habiletés pour faire face à toutes ces émotions désagréables. Et pour pouvoir les développer, c'est ça un peu le paradoxe, c'est qu'il Mhm. faut se confronter à l'inconfort, à la peine, à la tristesse, à la colère, à l'injustice, à la rage, à l'incompréhension, pour là être en mesure de développer ces habiletés à une période pour moi qui est propice, l'enfance, parce qu'on n'est pas seul, on est Mhm. accompagné, on a des guides, hein, en général les parents ou les figures d'attachement première ou toute personne importante qui va avoir un impact sur notre vie. Et pour moi, être heureux découle du développement de ces habiletés. Donc Mhm. si on prive l'enfant jeune à ces inconforts, à une situation douloureuse, à une souffrance, on ne lui permet pas de développer ces compétences dont il aura besoin une fois adulte pour lui être capable de se gérer seul. Donc pour moi, c'est ça. On a fait un peu des émotions désagréables les pires ennemis, les choses à éviter, alors qu'au final, c'est là où on a les plus grandes ressources à exploiter, et puis le plus tôt, le mieux. Mais justement, comme tu parles de compétences et d'habilités, donc j'imagine que c'est plus de la part du parent en fait de faire un peu, d'endosser un peu ce rôle-là. Ouais. Mais comment est-ce que tu accompagnes ces parents Mm. à accompagner Oui. leurs enfants? Alors, la première des choses, quand on cherche à accompagner un enfant, on va avoir deux choses à deux niveaux différents. Au niveau superficiel, quand on commence à juger, à interpréter les comportements qui dérangent chez quelqu'un, on est dans le mode que moi j'appelle réaction. On réagit avec de la Mhm. colère. C'est un réflexe humain qu'on a tous et toutes aussi. Mais à ce niveau-là, c'est impossible de rentrer en contact avec quelqu'un et d'avoir un impact quelconque au niveau de développement d'habileté. Donc la première étape pour les parents, et c'est ce que je fais en rencontre, c'est sortir de ce mode réaction réactionnel pour passer dans un mode de compréhension, comprendre, s'arrêter. Ok, mon enfant là est en train de me crier dessus. Clairement, c'est désagréable, donc je peux aussi connecter avec mon émotion. J'aille ce moment, je peux connecter avec l'émotion. Mais qu'est-ce que je suis pas en train de voir? C'est quoi son besoin émotionnel qui a été manqué? Donc il est en train de crier dessus, il est clairement en colère. Il est en colère par rapport à quelque chose peut-être que lui a perçu d'injuste. Et il a peut-être pas les habiletés pour gérer cette colère. Donc c'est pas il veut m'agacer ou il fait encore exprès pour faire une Mhm. crise ou il me teste ou il rentre en opposition. Là, on est juste dans le mode réactionnel. C'est cet enfant est en colère ou parce que je lui ai dit non et il avait très envie de quelque chose et qu'il n'a pas les compétences pour accepter ce non à ce moment-là, pour donner un exemple. Donc, passer du mode de réaction à compréhension. Et après, quand on fait ça, on voit les habiletés manquantes. Et c'est là où ça résonne beaucoup avec les parents que Mhm. j'accompagne, parce que les parents réalisent alors, tiens, j'ai pas développé moi non plus ces habiletés. Tiens, moi, je sais pas gérer la colère. Tiens, moi, je sais pas mettre mes limites. Tiens, moi, je sais pas être dans une pensée que moi j'appelle nuancée. Je suis dans le tout ou rien, bon, mauvais. C'est bien, c'est pas bien. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que tu as passé une mauvaise journée? Et donc, il y a plein de choses qu'on doit aller travailler au premier niveau auprès des parents pour qu'ensuite, ils puissent servir de modèle à l'enfant. Mhm. Si les parents eux-mêmes sont avec des lacunes, l'enfant va simplement reproduire ce qu'on lui présente. Et c'est un cercle vicieux. Personne s'en sort dans ça. Ouais, tu le mentionnes un peu comme, comment tu l'exprimais, comme l'apprentissage par miroir Oui, de oui, l'enfant, c'est ça? oui. Donc, ce que le parent
si le parent n'a pas cette habilité-là, Mhm. bah, j'imagine que on fait ce qu'ils essayent de faire de leur mieux, mais finalement, l'enfant va réagir en conséquence Exact, de exact. l'attitude en fait du parent. Exactement. Puis parfois, on envoie ces messages complètement contradictoires sans s'en apercevoir. Je te demande de ne pas crier, je te demande de ne pas être en colère, mais quand tu le Mais fais, tu le je fais suis en criant. moi-même exactement. Ouais. Et je le fais exactement. Ouais. Donc l'enfant ne comprend pas. Et puis, ça crée aussi une injustice de pourquoi toi, tu as le droit et puis moi, j'ai pas le droit. Intéressant. Euh, Un peu cette figure d'autorité Exact. Est-ce que tu penses que quand tu mentionnais que l'enfant cherche à avoir des limites ou un Oui, cadre, oui, mais est-ce que c'est pas aussi une forme d'autorité en fait qu'il ouais. essaie de Alors, poser? on confond souvent autorité avec ordre, autorité avec menace. Pour moi, une autorité, ça peut être aussi une information. Quand on place des limites, très souvent dans les accompagnements, j'entends un peu cette notion de punition, si ou de menace. Si tu fais ça, tu auras ça ou C'est tu vrai qu'on n'auras pas entend ça. même souvent dans la rue, parfois je dis comme Même dans la rue, ouais, ouais. ouais, ouais. Et c'est un réflexe, encore une fois, qu'on a appris à travers l'éducation qu'on a reçue ou qu'on apprend dans la société. Et le travail aussi que je fais avec les parents, c'est changer le réflexe par une attitude consciente, de prendre conscience que le réflexe-là, la menace, c'est un contrôle sur l'autre. Et en tant qu'humain, les enfants, nous-mêmes, on déteste sentir que quelqu'un a du contrôle sur nous. Donc, et les enfants vont bien Bah, c'est un l'exprimer. apprentissage par la peur en fait, par la crainte. Ça peut, mais c'est aussi dire c'est moi qui va choisir, c'est moi qui va imposer ce qui va t'arriver. Mhm, Et on développe plutôt la notion de victime, d'absence de contrôle. On est des humains, on a absolument besoin de sentir qu'on contrôle notre environnement. Donc, l'enfant, là déjà, on le place en mode réaction, en mode colère. Alors que mhm. pourtant, on voulait qu'il s'apaise, on voulait plutôt qu'il écoute, il est déjà en réaction. Ouais, parce qu'on lui impose quelque On lui chose. impose quelque chose. Ok. Ouais. Il sent que quelque chose lui est imposé et sa job, c'est tester les limites. Donc, il va tester. Quand on communique une information, on peut lui dire tu peux choisir de ne pas manger ton repas ce soir. Tu peux. Si tu ne manges pas ton repas ce soir, alors là, c'est quand même une condition. Il n'y aura pas de dessert. Mais tu as le droit de ne pas manger le repas ce soir. Ou le contraire, tu peux décider de manger le repas ce soir et le dessert viendra après. Et là, l'enfant se dit ah, tiens, on me laisse le choix. Mhm. C'est moi qui choisis. On me communique simplement la conséquence de l'information. Pareil, un enfant qui veut traverser la rue. Tu peux décider de traverser la rue sans regarder à droite à gauche et sans donner la main à maman. Mais je vais t'attraper après, je vais te prendre de force et tu ne pourras plus traverser seul. Ou tu peux décider de traverser seul la rue en regardant à droite à gauche, Mhm. sans donner la main de maman, pour prendre encore un exemple. Et l'enfant conserve sa liberté. Donc, il sent davantage un contrôle quand on lui donne l'information, le cadre, et c'est à lui de décider qu'est-ce qu'il fait. Nous, en tant qu'intervenant ou en tant que parent, on a juste à appliquer les conséquences pour protéger ou pour guider. Mais c'est une petite subtilité, une petite nuance. Bah, c'est une grande différence, hein, j'entends, entre imposer un ordre avec une certaine condition de punition, Ouais, ouais. donc un peu une crainte, Ouais, hein, une peur. En exact, fait, exact. c'est quasiment mettre un cadre de peur en disant si tu fais ça, bah, Ouais. Et t'auras le ça. si arrive, tu vois, même fille, hein, le si arrive peut-être par réflexe dans l'information, mais le fait d'avoir donné le choix, tu peux, Mhm. ça place déjà l'enfant dans tiens, c'est bizarre, je peux. Je peux, Bah, je peux lancer une assiette par terre. ouais. Mais si je lance l'assiette par terre, je vais devoir ramasser, puis mettre de l'argent de côté de ma fête pour racheter une assiette. Donc, je peux le Tu le faire. responsabilises aussi, tu Exactement. lui apprends la responsabilisation, l'autonomisation. à Exact. fond. Ouais. Et tu mentionnais justement un peu le heureux, enfin plaisir Oui. et heureux. Oui. Qu'est-ce que tu entends par... Enfin, on fait souvent la confusion, mais je voudrais t'entendre sur... Oui, plaisir et heureux. Pour moi, plaisir, c'est une sensation très temporaire qu'on a par rapport à quelque chose d'externe à nous. Où notre cerveau va ressentir une sensation agréable, mais limitée dans le temps. C'est vraiment temporaire. Par exemple, ce que je pourrais dire, je mange une crème glacée, j'ai du plaisir en mangeant la crème glacée. Le plaisir est lié à l'élément externe, la crème glacée, et puis c'est temporaire. Une fois la crème glacée finie, mon plaisir disparaît. Pour moi, être heureux, c'est vraiment un état stable qui émane de quelque chose d'intérieur en lien avec la relation qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Comment on se sent par rapport à nous. Comment on se sent par rapport à nous, c'est l'estime un peu qu'on a, la valeur qu'on se donne, la confiance qu'on a envers nous-mêmes pour justement gérer des situations de la vie au quotidien. Et c'est quelque chose de beaucoup plus stable, un sentiment des fois de paix intérieure, de
peu importe ce qu'il arrive de façon externe, je vais être correcte. Mhm. Je préfère le mot correct des fois que bien ou mal, mais ça va aller. C'est un sentiment de confiance que j'ai les ressources nécessaires, que même si ça va être difficile, je vais avoir les ressources pour m'en sortir ou pour faire face à la situation. Donc, être heureux, pour moi, c'est pas un résultat dont on a un contrôle direct dessus. C'est vraiment une conséquence de ce développement de compétences, d'habiletés, où oui, on peut choisir de développer ou non, qui vont à un moment donné apporter ce sentiment-là de paix intérieure, de bien-être, d'être heureux, mais qui ne découle pas de quelque chose d'externe, comme on croit malheureusement trop souvent. Et pas, j'imagine, euh, c'est pour pas confondre que c'est pas non plus la somme des plaisirs. Non, Parce qu'on pourrait absolument pas. aussi dire que je suis heureux parce Ouais. que j'ai ceci, j'ai acquis ça. Enfin, je Mhm, veux dire un peu mhm. le bien matériel, en disant Ouais, comme ah bah, j'ai mes ouais, vacances, enfin tous les ouais, avantages un peu sociaux qu'on a. ouais. J'ai du temps pour moi, etc. C'est ce que j'appelle une belle illusion, mais c'est Ouais. une illusion, et c'est une illusion dangereuse de penser que c'est un plaisir temporaire, mais on s'aperçoit que à partir de là, il y a aussi, il peut y avoir une peur. Hein. Qu'est-ce qui se passe si je perds ces choses-là? Parce que comme mon plaisir est déposé, ce sentiment de bonheur est Mhm. déposé à l'extérieur de moi, tout ce qui est externe de moi, j'ai pas le contrôle. C'est une illusion de contrôle, mais j'ai pas le contrôle sur ce qui ne m'appartient pas. Donc soit je développe une exigence, un perfectionnisme, et puis une recherche de contrôle excessive, mais on sait que dans tout ce qui est extrême, il n'y aura pas de sentiment de bien-être sur long terme. Ouais, dans le fond, tu peux créer un sorte d'environnement ou un mode de vie qui multiplie un peu tous ces plaisirs parce que tu as le contrôle Oui, et que, ouais. entre guillemets, tu achètes un peu ces plaisirs. Comme Mhm. tu dis, Mm. j'ai le pouvoir de m'acheter une glace, ça me fait Exact. plaisir. Ouais, Ah, puis après, j'ai en soirée. ouais. euh, mais ça veut pas pour autant dire que je vais ressentir ce sentiment d'être heureux, en tout cas. Mhm. Je pourrais développer ce sentiment d'être heureux en me disant, bah, tiens, j'ai développé des ressources suffisantes pour avoir les moyens de me payer des choses qui m'apportent du plaisir. Mais ça Mm. serait davantage quelque chose d'interne. J'ai les capacités ou j'ai les compétences pour avoir un travail qui me permet justement d'assurer un certain revenu pour avoir accès à des choses qui m'apportent du plaisir. Mais c'est détaché de ces choses-là d'externe. C'est davantage dans le sentiment intrinsèque qu'on a sur qui on est ou sur les compétences qu'on a développées. Bah, j'entends aussi, parce que tu le mentionnes, ce sentiment aussi de lâcher prise aussi, Ouais, parce que t'es- ouais, on est heureux parce que malgré tout, toutes les choses qu'on peut contrôler, je suis bien aussi si je ne les ai pas exact, ou que je ne les exact. ai plus, Ouais. en fait. Je pense que j'en parlais dans l'article, je ne sais plus exactement comment, mais pour moi, c'est vraiment l'interface. Hein, c'est cette frontière qui est Mhm. très très fine entre être heureux. Pour moi, c'est quand quand on se responsabilise pour contrôler ces choses qui nous appartiennent, et que là, on décide de se responsabiliser, on fait le choix de faire en sorte de changer ou de conserver ces choses qui sont dans notre contrôle, mais aussi le lâcher prise entre ces choses-là qui ne nous appartiennent pas, et de trouver un juste équilibre entre les deux, sans être pour autant dans un lâcher prise de tout. Hein. Ouais. En plus, c'est pareil, c'est pas aidant. Et même Mais se créer un mirage aussi, parce que t'en parlais aussi de ce surpositivisme, en fait, oui, en fait, créer cette croyance, en tout cas, ouais. de bah, tout va bien, Mm, mm. je suis bien dans ma vie, Ouais, et ouais, que tout va tout bien, alors que pas vraiment, mais parce que soit on ouais. s'écoute pas et que finalement Mhm, il y a des choses. mhm. Et d'où ça vient, en fait, ce surpositivisme? Ce surpositivisme, pour moi, encore une fois, c'est quelque chose de réactionnel. C'est un réflexe qu'on a quand on sent qu'on vit une situation compliquée. On l'a beaucoup vu en pandémie. Alors, j'entendais, hein, puis ça ne veut pas dire que cette phrase-là n'était pas aidante pour certaines personnes, mais moi, j'aurais aimé beaucoup la nuancer. Ça va bien aller. Ça va bien aller, c'était on n'accueillait pas qu'à ce moment-là, on vivait de la peur, on vivait de l'angoisse, on était Mhm. inquiet, on ne savait pas si ça allait bien aller. C'était ce qu'on souhaitait, puis c'était un idéal, et c'est très bien de pouvoir aussi donner l'espoir que peut-être les choses vont s'améliorer, mais pour beaucoup de personnes, on n'a pas accueilli ce qu'elles ressentaient à ce moment-là, qui était de l'angoisse, de la crainte, et une vision beaucoup plus réaliste qu'à ce moment-là précis, on ne savait pas comment les choses allaient aller. Et c'est un réflexe de justement, parce qu'on n'a pas appris à gérer ces émotions inconfortables, Mhm. on veut les camoufler, hein, on met le petit tapis Ouais. dessus, la petite crème, on met le sparadrap, on met une autre couverture, on essaye vraiment de les oublier et d'essayer de s'auto-convaincre
pour se connecter le moins possible avec ça, s'auto-convaincre que tout va bien aller. Pour pas Plutôt gérer pour pas gérer, parce que c'est les parce qu'en fait, émotions on un sait peu pas. inconfortables, ce qui revient un peu quand on Exactement. était enfant. Ouais. Parce que dans une situation, si on se confronte à ça, on se dit, mon Dieu, j'ai pas les moyens pour faire face, donc ça va être encore plus d'émotions, encore plus de problèmes. Donc, on les tasse. Mais dans l'autre situation, on est juste en train de se mentir à soi-même, d'essayer Mhm. de se convaincre que ça va bien aller, alors que notre cerveau sait, en fait, j'en sais rien. Et je pense que j'en parle aussi différemment. On a tous et toutes des limites. Ça peut fonctionner de temps en temps, mais quand on a pris un peu ce fonctionnement de toujours devoir mettre les choses de côté et pas y faire face, elles finissent par nous rattraper. Elles finissent par nous rattraper de façon envahissante. Et on se retrouve peut-être à développer des crises de panique sans comprendre que la crise de panique est peut-être pas due non plus à quelque chose ici, tout de suite et maintenant, mais à tout ce que j'ai mis de côté pendant des mois, des années, parce que j'ai pas eu ce courage ou peut-être parce que je ne savais pas que Mhm. c'était plus aidant pour moi d'accueillir, de me confronter à cet inconfort temporaire que le taire et puis me récompenser sur court terme. Je dis souvent, on a tous le choix de se punir ici, tout de suite et maintenant, en faisant face aux émotions désagréables, en faisant un Mhm. travail, et on se récompense pour le reste de la vie. Ou se récompenser maintenant, on l'était, ça va bien aller, mais on Ouais. se retrouve à devoir gérer plus tard. Ça me fait penser à une phrase qui vient en tête, c'est « on se tue à petit feu parce qu'on s'est tu Exact. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ». Parce qu'on a juste ouais, fait taire nos émotions, ouais, on les a tassées. ouais. Moi, j'ai une petite question Mhm. de Chloé Ouais. qui me dit mon enfant se renferme et je Mm. n'arrive pas à me faire comprendre. Mm. Parce que j'imagine, parce qu'il. Je veux pas interpréter, mais Ouais. qu'est-ce que tu entends? C'est la maman qui n'arrive pas à se faire Ouais, comprendre, hein. Ouais, par l'enfant. par l'enfant. Ok. Donc pour cette maman, Chloé, première chose, quand on cherche quand on a un objectif, un besoin, là par exemple, que l'enfant te comprenne, la première question qu'on veut se poser, c'est est-ce que moi je l'ai compris? Hmm. Si la réponse est non, ce sera impossible. Ça sera très, 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 très difficile. Donc, il y a toujours cette première étape de oui, on a des besoins émotionnels, mais quand on a une attente par rapport à quelqu'un d'autre, première question, c'est est-ce que moi j'ai été en capacité de répondre à ce besoin en amont? Quand c'est le cas d'un enfant, un enfant va avoir une maturité émotionnelle moins grande, en tout cas je Mhm. l'espère que le parent. Donc première étape, ça va être de justement passer de ce mode de réaction, je comprends pas, il ne me comprend pas, la maman est en réaction, qui est un réflexe humain normal, pour essayer de dire, ok, qu'est-ce que ce comportement-là visible me communique, m'exprime sur un besoin émotionnel manqué. Et donc là, je rentre en compréhension avec l'enfant. Et c'est uniquement une fois que l'enfant se sent entendu et compris, besoin émotionnel de base, que là, je vais pouvoir exprimer comment moi je me sens dans cette situation. Il y a autre chose qui se joue, là je simplifie, mais on a tous un cerveau émotionnel et un cerveau rationnel. Pour entrer en communication, on a besoin de connecter d'abord avec le cerveau émotionnel. La plupart du temps, on connecte avec le cerveau rationnel. Donc ici, cet enfant, il a besoin de sentir qu'on connecte avec ses émotions pour ensuite peut-être lui transmettre un message rationnel au niveau du cadre, des limites. T'es vraiment en colère, t'es très triste, tu voulais vraiment aller à la fête de ton ami, tu détestes ça de ne pas pouvoir prendre un bonbon avant le repas. Connecter au niveau émotionnel. Et ensuite, on pourra amener Mhm. le rationnel. Donc, c'est aller chercher qu'est-ce que... C'est super intéressant ce que tu dis. Pour, bah, pour aller un peu plus loin, je me dis, Mhm. enfin, j'ai pas tous les détails de cette question de cette maman, mais s'il se renferme, Mhm. comment est-ce que on peut faire, en tout cas le parent peut faire pour essayer de comprendre? Tu Ouais, disais, il faut d'abord comprendre son besoin à ouais, lui, mais s'il se renferme et qu'il le dit pas, ouais. Ok. il est comme plus en réaction finalement. Alors, pour reprendre l'hémisphère rationnel et émotionnel, le premier langage, c'est comme deux langues différentes qui s'affrontent. Donc, il faut vraiment qu'on s'assure qu'on est en train de parler le même langage Mhm. à la personne qu'on a en face. Quand un enfant se renferme, ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler la même langue. Donc, il se renferme parce que son hémisphère émotionnel n'a pas été entendu. Donc, il faut qu'on aille connecter avec l'émotion qu'on a l'impression de voir chez l'enfant. Donc, en général, ce sont des émotions désagréables, peur, tristesse, Mhm. ça peut être honte, injustice. Et une fois on a connecté avec l'hémisphère émotionnel, là, on pourra amener le langage. Donc, l'hémisphère émotionnel, c'est plutôt un hémisphère du non-verbal, des émotions, très réactionnel, donc qui réagit facilement.
Et donc souvent, moi je dis aux parents, ne dites rien. Parce que quand vous parlez, vous êtes déjà dans l'hémisphère rationnel. C'est l'hémisphère de la logique, du cadre, des mots, donc tout ce qui est verbal, de la raison. Et l'émotion, c'est plutôt un sentiment de justice, mais c'est très subjectif. Donc parfois, ça peut être juste des expressions de visage, ça peut être raconte-moi. Ça peut être aussi au niveau de l'émotion, maman, elle n'a rien compris à ce que tu vis. Alors c'est vrai que je mets des mots, mais je touche quand même quelque chose au niveau de l'incompréhension. Tu trouves ça injuste, t'es vraiment en colère. Et une fois on connecte, là il y a véritablement une connexion, là l'enfant va s'ouvrir. Si l'enfant est fermé en opposition, c'est qu'on n'a pas réussi à connecter avec l'hémisphère émotionnel. C'est ce que ça indique. Donc je sais pas si ça répond à ta question, Fille, ou à la question de Chloé, mais première étape, arriver à chercher l'émotion manquée de l'enfant et arriver à mettre des mots dessus. Et par le non-verbal, ça peut être des expressions. Des fois, je regarde les enfants, je dis « Ouh, t'es vraiment en colère. » Là, t'as détesté ce que Paola, quand je travaille avec les enfants, ce que Paola a dit. T'as vraiment pas aimé ça. Ou sinon, je peux regarder avec des expressions de... pour voir un peu qu'est-ce que ça provoque. Et on voit tout de suite. On voit qu'il y a un regard qui change, il y a peut-être un sourire. Et là, on dit « Ah, j'ai connecté. » Donc, si on connecte avec l'émotion, de pas tout de suite embarquer avec le rationnel, on risque de redéconnecter, mais de rester un temps. Là, en général, l'enfant s'ouvre, il met des mots, ou des fois, il fait juste, il hoche la tête. Et on attend de vraiment recevoir qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Et ensuite, on pourra lui partager comment nous, on se sent, pour qu'il y ait aussi ce travail d'empathie, comprendre l'émotion de quelqu'un d'autre, et trouver un compromis ou rappeler le cadre, si c'est une information, pour que l'enfant le perçoive comme moins injuste. J'ai pas un exemple précis en tête qui me vient, mais je sais pas si c'est suffisamment Non, clair. mais c'est super clair. Et puis, en même temps, j'imagine que c'est pas forcément évident parce que tu dis que faut essayer de se connecter en fait avec son émotion, essayer de découvrir un peu son émotion, mais j'imagine il faut le faire aussi avec des mots. Mais, Exact, ouais. mais c'est quoi un peu l'outil qui permet un peu d'analyser entre guillemets ou de savoir c'est quoi son émotion en lui? Alors, ce qui est très compliqué, c'est que pour connecter aussi, c'est pour ça que le travail se fait vraiment en profondeur, pour connecter avec l'émotion d'un enfant, il faut d'abord être dans un état de neutralité émotionnelle. Ouais, pas facile quand on Pas est facile quand on frustré, est... quand on a la Exactement. journée dans le Et corps quand et surtout tout on n'a ça. pas appris à gérer ses propres émotions. Donc le premier travail aussi que je vais faire avec les parents, c'est d'abord eux de retrouver une validation au niveau de leurs émotions, pas comme des émotions mauvaises à avoir, mais des émotions naturelles et humaines à avoir, et comprendre, donc tout à fait un travail d'éducation psychologique, mais aussi de reconstruction cognitive, pour justement retrouver un état de neutralité, de disponibilité émotionnelle. Sinon, comme on disait tout à l'heure, on est encore dans cette contamination en miroir. Je suis frustrée, je veux comprendre mon enfant, mais mon enfant, il voit bien que je suis frustrée, donc il n'a absolument pas envie de dire à quelqu'un qui est frustré, en colère contre lui, comment je me sens. Donc, c'est un cercle vicieux et ça se contamine très, très vite. D'autant plus quand on a des parents avec une certaine sensibilité ou des enfants avec une certaine sensibilité, ça devient explosif. Alors, parfois, moi, je dis aux parents, il vaut mieux prendre un temps. On est dans une société, on veut toujours résoudre les choses tout de suite et maintenant. C'est beaucoup plus aidant de dire, là, je suis pas calme. Là, je suis vraiment trop énervée avec lui. Il m'énerve. J'accepte. Je suis pas une mauvaise mère parce que je suis énervée avec mon enfant, ou parce que j'ai pas envie de le voir, ou parce que j'ai juste envie de m'en débarrasser là, tout de suite et maintenant. Je prends un temps et je reviens 3 jours plus tard, en fin de semaine. Factuellement, tu te rappelles la dernière fois quand on était à table, que maman t'a mis la fourchette et tu voulais pas cette fourchette-là, et tu as commencé à dire « je te déteste, maman », etc., etc. Je crois que tu étais vraiment en colère parce que toi, tu rêvais d'avoir la fourchette bleue qui était au sale, au lave-vaisselle. Puis c'est ta fourchette préférée, c'est la fourchette avec laquelle tu aimerais manger à tous les jours. Alors, c'est pas parce qu'on valide l'enfant qu'on va lui donner la fourchette bleue à tous les jours, là, il n'y a plus de cadre, mais l'enfant a juste besoin de sentir qu'il est accueilli dans son émotion. Et quand on fait ça, il y a la magie qui s'opère, le conflit s'arrête. Et la maman lui explique aussi, la fourchette bleue, il n'y en a qu'une. Et de temps en temps, cette fourchette bleue, il faut la laver. Et elle passe un temps au lave-vaisselle, parce qu'il faut attendre qu'on remplisse le lave-vaisselle. Mais dès qu'elle sera propre, puisque je sais que tu l'adores, on pourra la mettre à table. Et je pourrais te dire de la mettre à table. Donc, trouver une sorte de compromis, mais avec une disponibilité. Si la maman est frustrée, elle dit... Bon, ok, t'es très frustrée parce que donc je connecte avec l'émotion de l'enfant. T'es très frustrée parce que ta fourchette bleue, elle est au lave-vaisselle et t'as vraiment... Ça marche pas.
Et puis là, j'ai C'est... pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. C'est vraiment comme Exact. accessoire, c'est un détail. Donc, il faut vraiment que l'enfant Une forme sente de le... caprice. Et tu peux Exact. pas Alors, céder au caprice, ce genre de ouais, l'enfant. on est dans le caprice, on est encore dans la superficie de l'iceberg. On interprète c'est un caprice, alors que là, Mhm. c'est juste une frustration. L'enfant n'a pas ce qu'il veut et comme il n'a pas la régulation émotionnelle, ça vient en crise. Pareil que la maman. La maman, elle veut que son enfant s'assoie à table et accepte la cuillère ou la Mhm. fourchette qui a été posée. C'est pas un caprice de la maman. C'est une frustration qu'elle vit à ce moment parce qu'elle est fatiguée, elle veut que les choses se passent de façon fluide, tranquille, etc. Pareil qu'on ne dit pas à un parent et tu fais un caprice parce que ton enfant accepte pas la fourchette. Un enfant, c'est pas un caprice, mais c'est une frustration qui vient d'une certaine rigidité mentale normale à l'enfance. Je veux ça et je veux pas ça. Il Mhm. faut qu'on arrive à trouver une nuance entre ça, c'est mon idéal, j'adore cette fourchette bleue, mais je suis capable aussi d'accepter d'autres fourchettes quand la fourchette bleue est sale. Lui laisser un peu le choix. Exact. Ouais. D'ailleurs, ça transige un peu vers la fin un peu de l'article où Mhm. tu mentionnes euh, la résilience en fait de Ouais. l'enfant. Enfin, Ouais. au lieu de donner de l'énergie en fait en tant que parent Mhm. à tout mettre ou à tout faire pour que l'enfant soit heureux, Ouais. mais plutôt investir cette énergie-là Mhm. dans le développement en fait de compétences Ouais. et d'habilités de résilience de l'enfant. Exact. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par résilience d'un enfant? Parce que ça sonne très mature, Ouais. Ouais. très demandant pour Ouais. un enfant. Alors, résilience, c'est simplement l'exposer, plutôt, comme tu dis, fille, plutôt de mettre l'énergie à vouloir qu'il soit heureux, mettre l'énergie à se questionner à la maison au quotidien. Qu'est-ce que je peux... Alors, je dis des fois créer, mais en fait, il n'y a même pas besoin de créer parce que les situations sont déjà là. Dans quelle situation d'inconfort est-ce que peut-être j'adopte une attitude parentale d'évitement parce que je veux juste pas avoir de crise, pas avoir d'inconfort. Et peut-être que je pourrais mettre de l'énergie, parce que c'est demandant pour un parent aussi, en fin de journée ou en journée, de gérer une situation de colère, ça prend de l'énergie, c'est beaucoup plus simple d'éviter d'un point de vue énergétique. Comment est-ce que je pourrais placer cette énergie pour être présente, travailler sur ma propre régulation émotionnelle en tant que parent, écouter les besoins de mon enfant, donc passer du mode réaction au mode compréhension, pour qu'il puisse développer lui aussi une intelligence émotionnelle, donc une compréhension des émotions qu'il vit, comprendre qu'elles ont leur place. Ce qui n'a pas la place parfois, c'est les comportements, mais les comportements, on peut travailler dessus. Mais les émotions de frustration, elles ont leur place. Comment est-ce qu'il peut les communiquer d'une autre façon? Maman, je suis triste, j'ai pas ma fourchette bleue aujourd'hui. Ah, je comprends, c'est ta fourchette préférée. Hein. Ouais, elle est encore une fois au lave-vaisselle. Oh. Bah ouais, il va falloir attendre encore 7 jours. C'est long, maman, 7 jours. T'as raison, c'est long, 7 jours. C'est tout. Je n'ai pas apporté la fourchette, mais j'ai validé l'émotion. J'étais calme. Quand on arrive aussi à avoir une neutralité émotionnelle, le jeu, l'humour peut beaucoup aider. Donc, on pourrait aussi dire, bah, tu sais quoi, j'aimerais avoir 50 fourchettes bleues à la maison. Comme ça, il y en aurait toujours une de propre. Ouais. Pareil, on n'apporte pas, on va pas aller acheter 50 fourchettes bleues, surtout pas, là, on n'aurait plus de cadre. Et on fabriquerait, entre guillemets, des enfants intolérants à l'inconfort ou à la frustration. Mais mettre cette énergie pour rester dans cet inconfort-là et se demander comment est-ce qu'on peut faire pour fonctionner au mieux, moi comme toi, parent comme enfant, pour tolérer la situation qu'on a, la fourchette bleue au sale, mais en conservant une certaine paix intérieure. Et c'est là où ça devient merveilleux, c'est-à-dire qu'on se rend compte, peu importe ce qui nous arrive, en fait, on voit que le bonheur réside en soi. Il ne réside pas parce que la fourchette bleue est sale ou pas sale, c'est par rapport à comment je me positionne dans cette situation que j'arrive à vivre une situation d'une façon comme d'une autre. La maman, c'est pareil, elle n'a pas évité le conflit, pourtant les parents vont me dire, c'est fou, c'est beaucoup plus simple maintenant que quand j'évitais. Parce qu'ils commencent aussi à développer une régulation émotionnelle, une compréhension de la situation, et la peur de ces émotions désagréables commence à diminuer, voire à disparaître. C'est plutôt une situation nouvelle pour aider mon enfant à développer des ressources qui vont lui servir pour le reste de sa vie en tant qu'adulte. Et vont lui empêcher peut-être de vivre des situations de difficulté que le parent a vécues parce qu'il ou elle n'avait pas développé ses compétences. C'est super intéressant. J'imagine, là, ce que je comprends, c'est placer un peu l'enfant, en fait, redéplacer un peu l'idée qu'on a de l'enfant, c'est l'adulte et enfant, mais là, c'est plutôt comme une sorte d'allié où on lui donne les outils de pouvoir réfléchir, de comprendre par lui-même, avec le bagage de connaissances qu'il a, mais on l'accompagne en fait. Comme guide, sortir un peu de cette hiérarchie parents et enfants, replacer un peu sous forme de guide. Donc, je suis là pour, en fonction où tu bouges, je vais tourner autour de toi pour protéger un petit peu, pour assurer une certaine sécurité, mais pas à la verticale, plutôt à l'horizontale.
Ouais. et en te laissant suffisamment d'espace entre toi et moi, on pourra parler aussi de la fusion parent-enfant, Mhm. pour que tu sentes que tu es un individu à part entière, mais quand tu vas trop loin, je suis là juste pour te rappeler les cadres, Mhm. pour te donner les informations. Et moins dans ce contrôle-là, mais plutôt je t'invite à réfléchir pour que tu puisses développer ces choses et pour que tu les possèdes sans dépendre du parent. Ouais, c'est génial. Enfin, ça paraît comme évident, en Ça fait. paraît évident, ça paraît simple, il y a un travail beaucoup plus Ouais, juste à complexe, hein, dire mais comme, ah, ouais, il suffit de dire ça. Ça paraît comme, en tout cas, ça sonne comme ouais. presque une recette magique en disant comme il Mm. suffit d'appliquer ça. Mais j'imagine qu'au quotidien, C'est c'est un pas travail forcément le cas. qui est difficile parce que ça vient demander de la part de l'adulte un travail de prise de conscience de tout ce qui a été appris, consolidé, cristallisé pendant des années, dont trop souvent on n'a pas conscience et pourtant ça nous amène à réagir aujourd'hui plus en lien avec le passé, ce qu'on a vécu, que l'actuel, hein. L'enfant, il vient juste réactiver des blessures émotionnelles passées. Et tout ça, il faut avoir le courage de s'y exposer, de faire face, de se placer aussi dans une posture de débutant, ce qui n'est pas Mhm. simple des fois pour le parent qui veut être dans cette posture de je sais faire, mais en fait de réaliser je ne sais pas faire et je vais Mhm. d'abord travailler sur moi pour être en capacité d'aider mon enfant. Moi, je suis toujours très admirative de ces parents qui font le choix de consulter et qui sont dans l'ouverture de dire je suis prêt à me re-questionner pour Mhm. aider au mieux l'enfant parce que malheureusement ça passe par là. Et je pense qu'en tant que professionnel aussi, pour aider les personnes qu'on accompagne, on a eu besoin, en tout cas je l'espère, de faire vraiment un travail de remise en question personnelle de bah, qu'est-ce que moi j'ai à travailler Mhm. pour pouvoir développer ces compétences qui m'ont manqué pour ensuite être en mesure d'accompagner quelqu'un d'autre. Bah, c'est vrai, c'est intéressant dans le sens ce que tu dis parce que tout au long de notre vie, en fait, on nous apprend des choses. On est à l'école, Mm, on est éduqué pour faire des choses, mais on n'est mm. jamais vraiment éduqué à devenir parent. Non, On devient parent presque ouais, comme ça du jour au lendemain. ouais, Bien sûr, ça peut être planifié, ouais, mais on se dit, ah ok, j'ai reçu ça, je retire ce que j'ai, ouais, enfin, j'en tire ce que j'ai bien reçu de mes parents et mm, j'applique un peu à peu près ouais, le même recette. ouais. Mais il n'y a pas de manuel. Non, je Et trouve ça. encore heureux qu'il n'y a pas de manuel à quelque part parce que toutes les situations sont différentes. Oui, mais il y a des bases. C'est comme pour la Mhm. conduite. Je me dis, c'est quand même faux. Il y a un manuel, en tout cas, il y a un mode d'emploi théorique et pratique Mhm. pour apprendre à diriger une voiture. Parce que si on n'apprend pas correctement, c'est Ah ouais. dangereux. Et je me dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas un manuel d'emploi, évidemment, avec des nuances, mais avec des bases nécessaires pour guider un enfant, parce que c'est très dangereux aussi. Et c'est aussi dangereux qu'une voiture. Ouais. Et pourtant, je trouve que les parents sont exposés avec, du jour au lendemain, cette nouvelle identité, mais sans avoir eu un soutien euh, concret, pas juste dans les mots. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait face à cette situation pour accompagner, guider au mieux l'enfant. Ouais, mais c'est ça, ça amène un peu vers la fin de notre entrevue. Puis Mhm. tu parlais de justement, j'aime ce que tu dis, de replacer en fait le parent en tant que je ne sais pas. Ouais. Et je m'éduque moi aussi en Mm. même temps Qui, que l'enfant. le je ne sais pas est une position déjà inconfortable. Donc, Ouais, si on bah n'a oui. pas appris à tolérer l'inconfort, c'est une position en général qu'on évite. On aime se sentir en contrôle, mais c'est pour ça que ça demande beaucoup de courage et une vision un peu plus globale de la photographie, de se dire parfois ce je sais pas est Mhm. plus aidant que je sais. Mhm. Ou je me convainc que je sais, je suis en capacité, je suis en mesure. Et ben, parfois, c'est ça. Ça va Ouais, être, bah ça conforte aussi dans nos croyances en disant mhm, que je sais, mhm, bah, mhm, tout le reste n'est mhm. pas valide. Oui, Quoi. oui. Et ça serait quoi tes conseils, mettons trois, à des parents qui vivraient des difficultés Oui. euh, Alors, je pense que la première recommandation, ça serait d'être moins critique envers eux-mêmes, mais, comment je pourrais dire, mais conscient en même temps. mhm, C'est-à-dire, pas se critiquer, je suis un mauvais parent, je suis pas un bon père, je suis une mauvaise mère, mais en même temps, pas s'aveugler devant la situation. Si vraiment il y a une difficulté qui se répète, c'est qu'il y a vraiment une difficulté. Une difficulté qui apparaît juste une fois, ça peut être une difficulté temporaire, on a appris à la gérer, puis elle disparaît. Mais ces problèmes-là, tels que j'entends beaucoup le mot problème, je préfère parler de mot difficulté, on sent qu'il y a plus un moyen de transformation. Quand une difficulté se répète, de ne pas se ranger dans la croyance que c'est une phase et que ça va partir. C'est qu'il y a déjà quelque chose qui manque à ce moment-là. Euh, il y a parfois une compréhension manquante, où il y a une partie de l'histoire qui est reconnue, mais pas toute, et d'aller chercher un soutien concret pour pouvoir accompagner au mieux l'enfant. Mais bon, pour moi, mhm, le soutien concret, ça passe d'abord par un professionnel qui serait prêt à faire un travail sur les parents d'abord, pour ensuite être en mesure de le faire avec l'enfant.
On est, encore une fois, là pour finir, je ne veux pas partir sur un autre sujet, mais on est dans une société maintenant où on présente un peu les parents des outils pour les enfants. Mais c'est appliquer des outils, ça marche temporairement. Si ça vient pas intrinsèquement et qu'on Mhm. n'est pas cette personne-là, si je ne suis pas une personne que je me définis calme et régulée émotionnellement, ça va être difficile d'appliquer la communication non violente. Ouais. Je peux le faire parce qu'à un moment donné, rationnellement, je sais c'est noir ou blanc, mais au moment donné, je perds le contrôle, il n'y aura pas de communication non violente. Donc, c'est revenir à la source, voir qu'est-ce qui vient provoquer ces émotions chez le parent, les valider, les accueillir et travailler avec lui pour apaiser d'un côté. Et une fois l'apprentissage est fait du parent, ben, ça devient naturel, spontané de le faire auprès de l'enfant parce que tout fait sens. Ouais. Mais c'est très compliqué de te répondre à cette question en, en une phrase. C'est un travail qui prend du temps, c'est un travail pour moi qui est un entraînement musculaire au niveau cognitif. Mhm. Comme aller à la salle de sport, tu peux pas attendre de développer un muscle en 2 rencontres, en 2 séances. Il faut que ça soit continu, il faut que ça soit aussi réaliste, pas te demander une exigence disproportionnée en un mois Ouais. en espérant que tout va changer. C'est un rythme qui te convient, un entraînement continu et en te détachant aussi du résultat pour pouvoir petit à petit construire ces bases qui t'ont manqué toi en numéro un pour ensuite les passer à l'enfant. Ouais, j'imagine que c'est un processus aussi C'est un processus, à long oui. terme parce que c'est dit comme Oui, ah là ça n'a pas marché, bah ça ne fonctionne pas la méthode c'est ou un parce que c'est processus à long terme et c'est un processus aussi individuel. C'est pas un processus qui se fait forcément avec un professionnel en rencontre à chaque semaine. C'est ce Mhm. que j'essaie aussi de changer comme conception. Le gym, la salle de sport, on peut avoir besoin d'un coach pour commencer, pour avoir le cadre. Mais on n'a pas besoin du coach à toutes les semaines pour faire l'entraînement. À un moment donné, Mhm. c'est juste répéter, répéter, répéter. Puis c'est tannant. Et puis, c'est pas forcément stimulant parce que c'est toujours la même chose. Mais on a besoin de développer cette flexibilité, Mhm. donc musculaire, construction musculaire. Là, ça va être pareil. On va avoir besoin de déconstruire des réflexes cognitifs pour rendre plus flexible notre cognition et nos habiletés pour faire face à la situation. Donc, c'est un travail qui se fait individuellement, à la maison, après avoir reçu un cadre suffisamment clair, cohérent, Mhm. s'entraîner, 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 en acceptant les erreurs aussi tout au long du parcours et que ça va pas être parfait. Et c'est Ouais. bien comme ça. Bah, ça conclut bien un peu cette rencontre où on, on se dit que bah, c'est bien de développer en fait la résilience chez l'enfant, mais Mm. c'est aussi bien que le parent lui Exact, aussi développe aussi exact, cette habilité-là exact. finalement. Donc, j'inviterais peut-être aussi, tu me disais comme conseil, recommandation, d'avoir un double regard. Pas juste regarder l'enfant, mais dès qu'on regarde l'enfant et qu'il y a quelque chose qui nous dérange, se questionner comment moi je me situe par rapport à ça. Sa colère me dérange. Comment moi je me situe par rapport à ma propre colère? Est-ce que je suis dérangée par ma colère ou moi je suis amie avec ma colère? Mhm. Comment je réagis quand mon enfant veut pas tester une nouvelle activité? Comment moi je réagis quand face à la nouveauté? Etc. D'avoir cette double vision, mais pas dans un jugement de bon ou mauvais, plutôt de Mhm. compréhension. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que mon enfant réagit comme ça? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que je suis en train de réagir comme ça? Ouais, parfois, on s'oppose même pas la question à nous-mêmes, en fait. Non, Limite, c'est effectivement, il réagit, parce qu'on il aime s'est pas comme ça. tu as dit, on s'est tué et on s'est Ouais, tué à petit feu d'une certaine façon. bah, c'est une génial. Est-ce que tu as, une petite phrase un peu de conclusion euh, justement comment rendre nos enfants heureux? En fait, c'est pas vraiment vouloir les rendre heureux, mais Euh, j'ai l'impression, ouais. Ce serait peut-être, c'est comme ça aussi que j'ai fini l'article. Je te dirais repenser l'énergie qu'on met dans toutes les situations. Puis là, je sors peut-être des enfants, repenser l'énergie qu'on met dans toutes les situations à éviter des situations désagréables. Comment, à quel moment donné est-ce que, en fait, faire ce choix de responsabilité. J'ai le choix là de quitter cet inconfort que je suis en train de vivre avec mon enfant ou mon ami ou ma famille ou peu importe, ou j'ai le choix d'y rester ou de faire une pause, mais de me reconnecter avec cet inconfort 3 jours plus mhm, tard en fin de semaine et mettre de l'énergie pour dire qu'est-ce qui s'est passé, comment je me suis sentie, donc rentrer en mode compréhension. Euh, Ça serait ça, repenser l'énergie ou le temps qu'on investit à éviter des situations désagréables et l'énergie, le temps qu'on investit à rester dans une situation d'inconfort parce qu'il y a peut-être une compétence à développer, parce qu'il y a peut-être un apprentissage qu'on pourrait
avoir et que parce que peut-être on peut justement se construire intérieurement et pas juste déposer qui on est à l'externe. Waouh, c'est super beau. J'imagine ça va prendre aussi beaucoup de temps, ce travail, mais Ouais. c'est... Tout passe par la prise de conscience. Je pense que c'est la Ouais, première étape de tout changement. Peut-être si l'épisode a déjà permis à certaines personnes de prendre conscience de certaines choses ou d'avoir un autre regard sur le fait de, tiens, peut-être que l'objectif devrait pas être que mon enfant soit heureux. Déjà, pour moi, ça sera un chemin, une avancée par rapport à, même si on fait rien de plus, ça sera déjà aidant. bah oui, bah d'ailleurs, j'invite sûrement à ceux qui regardent cet épisode, si jamais ils ont des commentaires, de les poster en commentaire et puis j'imagine. J'y répondrai avec plaisir. Ouais. Bah ouais. Donc, bah Paula, vraiment très heureux de t'avoir encore une fois dans cet épisode-là. J'espère on se retrouve dans le nouvel épisode, Ouais. dont le sujet je ne sais pas encore, mais Très bien. écoute, Je crois que le travail, peut-être pourquoi le travail définit autant notre identité ou sur la comparaison. On verra un des ouais, deux. ouais, un autre très bon sujet. Et puis d'ailleurs, maintenant que à force de faire des articles un peu avec toi, il y a toujours un lien en fait entre ces Mm. articles-là aussi qui sont un peu intercroisés et tout, donc ça qui rend la chose plus intéressante aussi. Donc merci beaucoup Merci à toi, pour Phil. tous tes conseils, en tout cas ton savoir, ta connaissance, ton retour d'expérience aussi avec les parents. Et je te retrouve à très bientôt au prochain épisode. Ça marche, à bientôt.